C'est bien. Il va En tout falloir cas, qu'on coupe cette section-là du soleil. Mais on va s'en sortir. Aujourd'hui, je vous donne un peu ce qui est sur le menu. Nous allons terminer les collisions. Il en reste pas gros. C'est pas vraiment compliqué non plus. J'ai encore juste quelques petites choses à voir, mais en théorie, vous avez déjà vu la partie complexe. Donc, ceci dit, nous allons ouvrir notre projet du dernier cours que j'avais nommé test de collision. Et puis, je vais partager mon écran. Ah non, c'est pas le bon projet que j'ai ouvert. Donnez-moi quelques instants. Lui, il est vide. C'est lequel d'abord? Bon, paraît que je n'ai pas enregistré mon projet la dernière fois, ce qui est quand même surprenant, mais pas trop grave. Je vais juste faire Window Package Manager. Je vais fermer celui-là. OK, My Assets. Ça nous permet de faire un petit peu de révision tant qu'à y être. Et je veux juste réimporter ce que nous avons cherché au dernier cours. C'était le Toon Spaceships. Import. Je vais tout importer. OK. Et je vais aller prendre à l'intérieur le prefab du Blue Bull, celui que nous avons regardé ensemble dans le dernier cours. Et je vous rappelle un petit peu notre problème, c'est que, disons que cet objet-là n'a pas de collider. Je peux voir ici, il n'y a pas de collider. Et également sur l'objet Blue Bull, le parent qui représente, disons, le vaisseau dans son ensemble, n'a pas de collider non plus. Donc, moi, je vais vouloir deux choses pour cet objet-là. Je veux qu'il soit quelque chose qui répond au moteur de physique, c'est-à-dire un corps solide. Donc, je vais ouvrir mon prefab ici et je vais ajouter un rigid body. Je vais le mettre sur l'objet au complet et pas juste sur le modèle. Ici, je n'ai pas son enfant. Souvenez-vous, au dernier cours, j'ai fait un petit bonhomme avec 5 capsules et une sphère. On a vu qu'est-ce qui arrive si je mets un rigid body sur chaque morceau ou qu'est-ce qui arrive si je mets le rigid body sur, disons, l'objet parent qui représente le personnage au complet. Et on avait vu que, bon, à moins que je veux que ses membres explosent de son corps, c'était mieux de le mettre sur le game object parent. Donc, je vais faire la même chose ici. Donc, ça, c'était assez facile pour mon premier problème de corps solide. Mais maintenant, j'ai mon problème de collision. Parce que je n'ai aucun collider sur ce prefab-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est encore une fois un peu de révision. Nous avions vu que je peux mettre un box collider ici. Et je peux commencer à modifier le box collider en cliquant sur Edit Collider. Et j'ai des petits handles, qu'on dit en anglais, des petits points ici qui me permettent de modifier le collider. Donc, disons, je fais du mieux que je peux pour envelopper mon objet. C'est pas vraiment évident de faire ça manuellement, surtout dans un espace 3D. Je recommande toujours de regarder par tous les angles. Comme en ce moment, je peux voir que d'ici, c'est pas mal trop large. Je vais juste venir corriger ça un peu. Par en haut, sur le côté. C'est peut-être un peu trop haut. Bon,
ce matin, je ne cherche pas la précision exacte, donc je veux dire que ça, c'est suffisant. Et puis, en parlant de précision, ben, même si j'ai fait une job pas pire, c'est quand même très imprécis parce qu'on a beaucoup d'espace, en guillemets, vide. Donc, n'oubliez pas, le modèle 3D, c'est vraiment que de l'affichage. C'est purement de l'esthétique, ça n'a aucun rapport avec les calculs physiques. Le vrai objet, en ce qui concerne le moteur physique, c'est le collider ou les colliders. Donc, si j'ai un projectile, disons, ennemi qui arrive et qui frappe ici, je ne sais pas qui que vous voyez ma souris. Est-ce que c'est vrai, Vincent? Oui, tout à Ben, fait, mon cher. parfait, merci. Si un projectile arrive ici, ça va compter comme une collision et je vais perdre la vie. Donc, ça, c'est un premier problème ici avec les colliders. Et juste un sous-problème à ça, disons que j'ai un jeu ici que si je tire la cabine du pilote, ça compte pour plus de dégâts parce que c'est comme un point sensible du vaisseau. Ou disons, si je tire les ailes, ou peut-être pas les ailes, si je tire, disons, le propulseur de gauche, disons qu'il peut briser. Disons que le propulseur de gauche lui-même a une durabilité et après 5 coups, ben, il ne fonctionne plus. Donc, on avance moins vite. Tous ces comportements, disons, dynamiques qui dépendent de plusieurs sections vont venir avec plusieurs colliders. Donc, si j'étais en mesure de mettre plusieurs colliders ici, je pourrais, disons, en avoir juste un pour représenter le, disons, le cœur du vaisseau, cette section-là. Je pourrais avoir un autre collider juste pour la cabine en avant. Je pourrais avoir un collider pour l'aile de gauche, une autre pour celle de droite et autant que je veux. Et le plus de colliders que je mets, oui, ça rend ça plus complexe à calculer, les collisions, mais ça me donne plus de précision. Sans avoir un mesh collider qui est trop précis. C'est rare qu'on ait besoin de la précision vraiment exacte. Surtout si vous faites des jeux pour des consoles qui ne sont pas très, très puissantes. Parce que c'est très coûteux, des mesh colliders. C'est pas toujours recommandé, comme Vincent expliquait au dernier cours. OK, donc qu'est-ce que je peux bien faire ici? Je me suis dit, OK, je peux mettre plusieurs colliders, pourquoi pas? Je peux rajouter un autre box collider. Et puis, lui, je peux comme le mettre, disons, de même. Bon, vous réalisez que c'est pas super évident d'utiliser cet outil-là dans l'éditeur. Bon, on va essayer de vivre avec. Et disons, je fais ça comme ça. Et puis, je vais dire que c'est correct, même si c'est pas parfait. Là, je vais en ajouter un autre. Puis celui-ci, je vais le mettre pour l'aile. Puis, j'arrive à un problème comme celui-ci. Donc, j'ai encore beaucoup d'espace vide. On s'était dit que, bon, je ne cherche pas quelque chose de trop précis, mais ça, c'est pas suffisamment précis pour mes besoins. J'aimerais ça pouvoir justement comme avoir un genre de prisme, puis de le faire pivoter pour avoir un angle qui suit l'aile. Je ne peux pas faire ça directement. Je ne peux pas prendre mon box collider puis le tourner. Vous voyez ici dans les propriétés du box collider, il n'y a pas un membre rotation ou quoi que ce soit. Donc, l'idée de mettre plusieurs box colliders sur le même game object n'est pas la solution. Pour plusieurs raisons, mais pour commencer, je ne peux même pas faire de rotation sur le collider. Donc, je vais retirer mes deux colliders que j'ai ajoutés. Je vais même enlever celui-ci. Et on va faire une approche comme avec le bonhomme qu'on a fait, avec la sphère et les 5 capsules. Donc, ici, j'ai mon Blue Ball. Ici, j'ai mon modèle. Et ce que je vais décider de faire maintenant, c'est que sur le modèle, j'ai ajouté plusieurs GameObjects enfants et chacun va servir à contenir un collider. Donc, le premier que je vais ajouter ici, Create Empty, lui, je vais le nommer,
disons, je vais aller en français, ça me tente aujourd'hui. La cabine. Sur la cabine, j'ai ajouté un box collider. Et on a un certain problème que lorsque nous ajoutions un box collider, des fois, il est vraiment énorme, comme vraiment énorme. Ça arrive quand il n'y a pas de mesh filter attaché, quand il n'y a pas de modèle attaché au GameObject. Il utilise comme un gros box collider par défaut. C'est un petit peu, non, même très gossant. Mais je vais juste vivre avec pour l'instant. Donc, vous pouvez faire une manipulation vous aussi en même temps si vous voulez. Sinon, c'est pas vraiment grave parce qu'il n'y a rien de vraiment compliqué là-dedans. C'est juste de prendre son temps et de jouer avec l'éditeur. Évidemment, il y a une manière de tout faire ça de manière dynamique avec le code. Mais ce n'est pas ce que je vais explorer avec vous aujourd'hui. Et Vincent, tu pourras me corriger, mais à ma compréhension, c'est souvent fait à la main, cette affaire-là. Placer Ben, les colliders. tu n'as pas le choix, mais en fait, tu fais tes parce qu'il y a beaucoup de choix du programmeur là-dedans, de ce qu'il veut vraiment avoir comme solution. Et on s'en aperçoit, c'est jamais, il va pas nécessairement être très précis. Il y a des choses qui peuvent des fois ne pas être couvertes par les colliders. Mm-hmm. Donc là, il n'est pas assez haut, comme ça, ouais. OK. Donc, moi, je veux ici. Il est vraiment trop large. OK, ça me semble pas fait. Donc, le premier est toujours un petit peu difficile à placer, mais après ça, pour les autres, je peux juste dupliquer cet objet-là. Je vais faire un copy. Sur le model, je vais faire un clic droit, paste as child. Donc maintenant, j'ai deux enfants. Lui, je vais le renommer. Je vais le nommer, disons, le cœur, comme j'ai dit un peu plus tôt. Et maintenant, je peux modifier ce box collider-là. Je vais aller vérifier mes épaisseurs. OK, ça a l'air correct. Ça a l'air correct. Donc, sur ma cabine, j'ai un box collider que je peux voir comme ça. Ici, j'ai un autre. Si je veux voir tous mes colliders, je peux cliquer sur le Blue Ball ou en fait sur le modèle. Ces deux objets-là sont parents d'objets qui possèdent les colliders. Sinon, je peux aller même en wireframe, des fois, c'est un peu plus évident. Donc ici, au lieu de shaded, je peux aller en wireframe, cliquer sur mon modèle et voir que les colliders, ou bref, pas que les colliders, mais je peux mieux souligner mes colliders. En passant, si jamais vous voulez retirer le mesh, qu'est-ce que je veux dire par mesh? Si jamais vous voulez retirer le modèle de ce que vous voyez, vous pouvez juste décocher le mesh renderer. Et maintenant, je vois que mes colliders. Donc, ça, c'est ma représentation pour le moteur physique. Je n'ai pas encore terminé. Par contre, je vais continuer. Maintenant, je vais faire aile gauche. Oups. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que, vu que ça, c'est un GameObject, je peux le prendre ici et le tourner. Je vais le tourner autour de l'axe Y. Oups. En fait, c'est l'axe Z ici. Okay. Donc maintenant, je le tourne. Puis je peux même utiliser le Move Tool pour venir le déplacer.
Si je veux venir voir maintenant, c'est quoi ma représentation? OK, ça a l'air d'être ça. Peut-être un petit peu trop large. Moi, je préfère mettre mes colliders plus petits que trop gros. C'est plus intuitif pour les joueurs. C'est moins frustrant. Définitivement. En tout cas, pour les ennemis. Tout ça. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Si tu es juste un petit peu trop proche, puis tu vois même pas que tu touches à l'ennemi, puis tu fais quand même, tu subis quand même des dégâts, c'est vraiment frustrant. Ben, habituellement, c'est ça. Pour le vaisseau du joueur, on va mettre les colliders un peu plus petits et ceux des ennemis un peu plus gros. Ouais, c'est Pour ça. qu'on ait l'air meilleur au tir. Euh, Et eux aient l'air poche. Il y a une catégorie de jeux qui s'appelle les shoot 'em up ou les bullet hell. C'est des jeux d'arcade japonais de vaisseaux, là, 2D. Et puis, tu vas avoir, disons, ton vaisseau, comme tu dis, Vincent, puis le collider du vaisseau va juste être un petit point au centre du vaisseau. Comme ça, c'est vraiment moins frustrant et ça te permet de mieux naviguer à travers toutes les vagues de projectiles. Ah oui, sinon, ça peut être... Sans compter que ça laisse aussi au moteur physique une chance de ne pas trop faire d'erreur. Oui, c'est ça. OK, maintenant, j'ai l'autre aile. Je vais juste appliquer une rotation inverse. Ou en fait, je vais dire complémentaire. Sinon, je peux juste inverser le scale. Ici, puis ici. Non, pas là. Non, c'est pas bien grave. Tu as un scale à 0. Ouais, merci. C'est bon. Encore un autre scale à 0. OK. Et puis ici, je vais venir le placer comme ça. Là, encore une fois, tout le monde, je ne prends pas mon temps de faire ça d'une manière vraiment excellente. Là. OK. Donc là, j'ai 4 sections de mon vaisseau. Chacun avec un collider. Et puis finalement, mon résultat, ça va ressembler à ça. C'est correct d'avoir des colliders un dans l'autre. OK. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça maintenant? On va faire une couple de tests. Premier test, le test avec plane. Donc, je vais mettre plane, je vais le descendre un peu, comme ça. Je vais prendre mon blue ball, je vais le monter, et puis je vais le faire tourner un petit peu. J'ai un rigid body là-dessus, j'ai un collider sur ma plane. Qu'est-ce qui se passe? OK, pas mal mieux qu'hier. Quoi d'autre? Maintenant, on va commencer à avoir des comportements personnalisés lors des collisions. Parce que tout ce qui se passe pendant les collisions en ce moment, c'est que le moteur va gérer la position, rotation, l'accélération et toutes ces choses-là. Mais il n'y a rien de gameplay qui va arriver. Je veux dire, je fonce dans quelque chose, j'ai pas le message d'erreur, j'ai pas le message qui apparaît, j'ai pas de perte de points de vie, j'ai pas de choses qui vont apparaître, j'ai pas d'effet de particules, j'ai absolument rien. J'ai rien au niveau du gameplay. J'ai que de la physique. Donc, tout ce qui est gameplay, comme vous savez dans Unity, c'est nous autres qui doit le gérer parce que c'est nous, les développeurs de jeux. Donc, je vais te donner des comportements à faire lors des collisions. Donc, dites-vous qu'une collision, c'est comme un événement dans le moteur, comme awake, comme update. Donc, lorsqu'il va y avoir une collision qui va arriver, il y a un événement du moteur qui est déclenché et moi, je vais venir donner un délégué ou une fonction à cet événement-là. Donc, chaque fois que l'événement va être déclenché, il va appeler une fonction déléguée. Et cette fonction déléguée-là va contenir ma logique de jeu. C'est comme avec update, il y a un événement qui est déclenché à chaque frame, puis le délégué, c'est la fonction update qui va être appelée. Mais moi, maintenant, au lieu d'update, ça va être une fonction qui va s'appeler onCollisionEnter. Donc, je vais créer un script ici et je vais le mettre dans mon prefab qui va utiliser onCollisionEnter.
Donc, add component, je vais appeler collision test component. Si on le rajoute sur le prefab, pas directement sur la scène. Dans ce cas-ci, ça peut être un ou l'autre. Moi, je le mets dans le prefab pour que tout le monde possède OK. ce test-là. Quand je dis tout le monde, je veux dire chaque Blue Ball que je vais pouvoir cloner. Mais vraiment, ce qu'on fait ce matin, c'est des tests. Donc, je ne vais pas faire plusieurs clones de cet objet-là ce matin. J'aurais bien pu le mettre sur la scène. Par contre, pour votre TP qui s'en vient aujourd'hui, je peux vous dire tout de suite que ce genre de script-là devrait être sur le prefab que vous allez faire. OK, j'ai mon collision test component ici, parfait. Je vais supprimer ça et oups, private void on collision et j'en vois plusieurs. J'ai plusieurs on collision ici. Je vais prendre quelques instants pour expliquer les plus importants. On collision enter, on collision exit, on collision stay. Donc ça, c'est trois fonctions de la même famille. Tout ce qui change, c'est, disons, le moment où on va appeler, ou en fait, le moment où l'événement est appelé ou est déclenché. Donc, on collision, cette famille-là de fonctions ou d'événements, je devrais dire, sont déclenchés on collision, ou lorsqu'une collision arrive. C'est encore un peu vague, donc une collision entre quoi et quoi? Bon, lorsqu'une collision arrive entre l'objet qui possède ce script et un autre objet. Et j'ai dit ça rapidement dans le dernier cours, mais maintenant je vais vous le rappeler. Afin d'avoir une collision ou un événement de collision dans le moteur, les deux objets qui rentrent en contact doivent avoir un collider, parce que c'est les colliders qui comptent au final. Et un des deux objets doit être un corps solide. Donc, pas nécessairement les deux, mais un des deux objets doit avoir un rigid body pour déclencher des uncollision et justement pour avoir le comportement de physique. Parce que si un objet n'est pas un corps solide et l'autre objet n'est aussi pas un corps solide, le moteur de physique va juste outrepasser les collisions entre ces deux colliders-là. On va commencer avec uncollision enter, puis après ça, je vais explorer c'est quoi les autres saveurs. Uncollision enter. Je vais essayer de traduire ça au complet en français. Donc, lorsqu'une collision arrive, mais au début de la collision, quand on entre en collision. C'est pas à la fin de la collision, c'est pas pendant que la collision continue d'arriver, c'est vraiment au premier contact des deux colliders que cet événement-là va déclencher et qu'on va appeler le code dans uncollision enter. Pour commencer, quelque chose de vraiment simple, debug.log, une collision est arrivée. Ou en fait, juste pour me préparer pour plus tard, je vais écrire enter pour uncollision enter. OK, je vais sauvegarder ça. Et maintenant, je vais faire des tests. Je vais recommencer. OK. Enter plusieurs fois. Pourquoi enter plusieurs fois? On va repartir, puis regardez bien le nombre de fois que le vaisseau va toucher le plane. Il va le toucher une fois, puis après ça, retomber et le toucher une couple de fois après Pour ça. chaque Voice Collider? On va voir justement, c'est là qu'on arrive. Donc, justement, je ne sais pas quel collider qui a touché
ma plane. On va améliorer un petit peu notre code. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Enter, OK, je sais que c'est au début de la collision. On voit que là, la collision continue d'arriver parce que mon vaisseau est sur la plane. Mais même si on y touche continuellement, je ne vais pas continuellement écrire Enter à la console parce que c'est juste au début du contact. Mais là, j'ai plusieurs contacts arrivés. On va venir ajouter un petit peu plus d'informations ici. Donc, Enter. Ici. Enter. Et maintenant, je veux afficher le nom du GameObject du collider qui a été frappé. Je veux plus de précision ici. Maintenant, c'est quel collider qui est en collision avec ma plane? Est-ce que c'est le core? Est-ce que c'est l'aile gauche, l'aile droite, etc.? Donc, pour ça, on a un objet ici, collision, qu'on reçoit en paramètre. Donc, un moteur physique va voir que une collision est arrivée, il va appeler un collision enter, puis il va lui envoyer de l'information à propos de la collision sous forme d'un objet collision qui s'appelle other par défaut. Donc, on va y voir c'est quoi other. Other qui veut dire autre. Ça me donne de l'information par rapport à l'autre objet qui entre en contact. Donc, si je fais other.gameObject, ça me dit the GameObject whose collider you are colliding with. OK. Fait que c'est qui you? You, c'est le GameObject qui possède ce script. Fait qu'en ce moment, le GameObject qui possède ce script, c'est le Blue Ball. Fait que the GameObject whose collider you are colliding with. Ça va me donner le nom du GameObject. Ben, en fait, non. Ça va me donner le GameObject avec lequel je rentre en collision, je étant le Blue Ball, l'autre GameObject étant la plane. Donc, si je fais other.gameObject, maintenant, j'ai une référence sur la plane. Si je fais .name, ben, je vais voir que ça va écrire plane. Je vais justement le faire pour vous le prouver. Plane. OK. Mais ça ne répond pas encore exactement à la question. Mais je vais garder cette information-là. Je vais me dire, OK, enter, puis je vais dire enter, autre objet est ça. Fait que je fais juste m'écrire un petit peu d'informations ici. Donc, je veux savoir c'est quoi l'autre objet. Autre objet est other.gameObject.name. Pourquoi pas, je vais écrire le nom de cet objet. Fait que cet objet est... Comment est-ce que je peux aller chercher ça? Ben, est-ce que je vais le faire à travers mon objet collision? Pas vraiment. Je peux juste faire GameObject.name. GameObject est une référence au GameObject qui possède ce script. Puis il va chercher le nom. C'est pas vraiment compliqué. Ça va me dire autre objet est plane, cet objet est Blue Ball. Mais j'ai envie d'avoir plus d'informations que ça encore pour finalement répondre à la question. Maintenant, je veux vraiment le collider en tant que tel. Je vais juste bien écrire objet ici. Parfait. Puis là, je vais écrire le GameObject du collider frappé. Donc, les colliders n'ont pas vraiment de nom en tant que tel, mais on a vu que les colliders sont attachés à un GameObject et ces GameObjects-là possèdent des noms tels que gauche, aile droite, core et cabine. Le GameObject du collider frappé est... Je vais prendre mon objet collision et on peut voir que, oui, on a .gameObject pour aller chercher l'autre GameObject. On a aussi .collider qui est cool. The collider we hit. Donc, ça, c'est le collider de l'autre objet que nous avons frappé. Mais ce n'est pas, disons, mon collider. Et rapidement, je ne vois pas de propriété pour ça. Mais on a contacts qui nous retourne un tableau de contact point. Donc ici, j'ai .contact, ça me donne un tableau de contact point. Et c'est quoi un contact point? C'est lorsque la collision arrive pendant un collision enter, donc au début de la collision, c'est possible que plusieurs points sont touchés en même temps. C'est possible que, disons, si j'ai deux cubes et j'ai fait foncer ensemble,
ben, je vais avoir plus qu'un point qui touche en même temps. Combien de points exactement? Je pense que ça va être 2 qui va compter. Si je ne me trompe pas, Vincent, si je prends 2 cubes, ça va être combien déjà? J'ai fait toucher point de contact 2 parce que j'ai deux triangles sur chaque face. Normalement, oui. Ouais, hein, c'est ça. C'est 2. Parce qu'on s'entend que physiquement, si j'en ai 2, j'ai 2 cubes parfaits qui se touchent exactement au même moment, j'ai une infinité de points de contact, mais le moteur ne va pas m'en générer une infinité. Non. Je pense qu'il va juste m'en faire 2 parce que j'ai 2 triangles par face. D'après moi, c'est 1 par polygone, C'est effectivement. ça, 1 par triangle, si je ne me trompe pas. Fait que ici, ça nous donne un tableau. Donc moi, je veux juste le premier point de contact. Souvent, on va juste avoir un point de contact. C'est rare qu'on en ait plus qu'un, mais c'est pas impossible, comme dans le contexte que je viens de décrire où 2 cubes vont se toucher. Mais pendant du gameplay, c'est rare qu'on va avoir des choses parfaites qui vont entrer en collision ensemble. Et même si ça arrive, c'est rare qu'on va avoir besoin des 2 ou 3 ou 4 points de contact pour faire notre logique de jeu vidéo. Donc moi, je vais chercher le premier. Ce qui est cool, c'est qu'on a... Je vais me souvenir comment faire. En fait, on a une méthode pour ça. Get contact. Donc, au lieu de retourner le tableau complet, on peut juste faire get contact 0 pour chercher le premier point de contact. Pourquoi est-ce que c'est mieux de faire get contact que de chercher le tableau complet? On va voir qu'est-ce que Unity eux-mêmes exprime. Bon, get contact, c'est facile. Get the contact point at specified index, c'est comme une propriété indexée ou comme une méthode obtenir quelque chose. Qu'on donne l'indice, puis ça nous retourne un objet d'un tableau interne d'un autre objet. Donc ici, j'ai mon objet collision qui contient à l'interne un tableau de contact point. J'utilise get contact pour aller chercher un élément de ce tableau interne-là. Mais pourquoi pas juste aller chercher le tableau directement en tant que tel? The property, non, désolé, the contact points generated by the physics engine, ok, ça on le savait. You should avoid using this as it produces memory garbage. Use get contact or get contacts instead. Si je retourne un tableau complet, ça ne me retourne pas le tableau original. Ici, il va me retourner une copie. Donc, si j'ai, je ne sais pas, 4 points de contact, juste le premier, tu me crées 4 copies pour rien. Tu me retournes une copie d'un tableau avec 4 éléments, puis moi, je voulais juste le premier élément. Donc, mes 3 copies que je n'utilise pas sont considérées du memory garbage. Parce que ça prend de l'espace dans ma mémoire vive, tout ça. Puis ça génère un tableau en plus. Ça crée une copie d'un tableau. J'ai un nouveau tableau qui existe dans la mémoire vive. Et ça prend de la place pour rien dans mon contexte ici également. Donc, pourquoi je viendrais créer des copies de tableaux si j'en ai pas de besoin? Ça crée du memory garbage, du vidange dans ma mémoire vive. N'oubliez pas que les tableaux, c'est des classes. Donc, ça existe tout dans la mémoire vive. Et ça prend un garbage collector pour venir nettoyer ma mémoire vive. Mais le garbage collector va le faire à un moment que je ne peux pas vraiment contrôler. Et dans les jeux vidéo, c'est coûteux le garbage collector. On veut pas avoir le garbage collector qui passe à des moments random puis qui drop notre FPS. Fait qu'on essaie de générer le moins de memory garbage, le moins de copies superficielles. Et par superficielle ici, je veux dire qui ne servent à rien que possible. Donc ça, c'était ma petite capsule sur la mémoire vive et pourquoi utiliser get contact et d'essayer d'éviter de créer des... Rien que le temps de création du tableau, de la copie, c'est déjà lourd pour rien. C'est ça. En plus d'un niveau de temps, si j'avais beaucoup de points de contact, je crée plein de copies qui ne servent à rien. Ça prend du temps. J'ai une question. Vas-y. Ça peut être par rapport, mais à la place de faire cette grosse ligne-là, est-ce qu'on aurait pu faire une genre de boucle? Genre pour chaque objet touché, il nous dit c'est quoi on fait un genre de debug.log dans la boucle qui fait en sorte qu'il nous dise quel objet a été touché. Ça aurait été peut-être plus performant aussi. Je suis pas sûr. On va voir c'est quoi le comportement de celui-là. Puis après ça, on va voir si c'est même nécessaire d'avoir la boucle for pour tous les objets touchés.
OK, parfait. Donc, je comprends ce que tu veux dire. On continue par des tests, puis ça va devenir de plus en plus clair. Excusez. Yes? Juste, j'ai pas bien compris ça servait à quoi le enter au tout début. Ça ici? Ouais. Ah, c'est juste un message pour me dire que... Parce que bientôt, je vais faire des versions de Uncollision, mais qui vont être Uncollision Stay et Uncollision Exit. Puis ici, je fais juste dire que, bon, ça, c'est Uncollision un Enter. message qui est appelé lors de Uncollision Enter. OK, mais alors les collisions enter et les autres que vous avez mentionnés, c'est quoi la différence? Je vais arriver à ça, justement. On va finir d'explorer Uncollision Enter, puis justement, je vais montrer la distinction entre les autres saveurs de Uncollision. OK, parfait. Merci. OK, ici, ça me retourne un point de contact. C'est quoi ça, un contact point? C'est un objet qui contient plein d'autres informations. Comme ici, je peux avoir le vecteur normal au point de contact. Vous n'avez peut-être pas encore vu les vecteurs normaux d'un point de vue géométrique avec votre cours d'algèbre linéaire, donc je ne vais pas en parler tout de suite. De toute manière, nous, on peut voir le point, ce qui est vraiment cool. Fait que je peux savoir le point dans l'espace absolu où le contact s'est passé. J'ai également des choses comme Other Collider, puis This Collider. Donc, qu'est-ce qui arrive si j'écris This Collider? Ça me donne accès au GameObject attaché à This Collider, puis à partir de là, j'ai .name. OK, ça commence à être quand même une ligne assez chargée. Je vais juste la diviser ici. Et puis, je devrais peut-être utiliser une string builder ici, honnêtement, au lieu d'avoir des petits plus ici qui font les concaténations. Mais ce n'est pas nécessaire pour mon petit test. Parce qu'au bout du compte, ça, c'est du debug, puis ça ne va pas arriver dans le jeu final. Je n'ai pas de console dans ma version finale du jeu. OK. Donc, this collider, ça me donne le collider attaché au point de contact. Mais le collider de qui? Du vaisseau ou de la plaine? On va voir. Sans m'en rendre compte, j'ai omis le fait de marquer GameObject après this collider et ça fonctionne quand même. Ouais, ça fonctionne quand même. Parce que le toString d'un collider va aller chercher le nom du GameObject. OK. C'est juste que ça, c'est implicite. Donc, il faut savoir que le toString fait ça. Fait que moi, je le fais ici explicitement, comme ça, tout le monde on peut très bien voir qu'est-ce qui arrive. OK. Mais effectivement, on peut omettre le GameObject.name vu que le toString de Collider est overridden, donc pas surchargé, mais redéfini pour afficher le nom du GameObject associé. C'est good. OK, je vais essayer ça. Donc, au début, j'ai la cabine. Après ça, une fois que ça frappe ici, c'est comme s'il monte un petit peu, puis il retouche. Fait que là, encore une fois, la cabine, regardez bien mes mains. Cabine, il tombe un peu comme ça. Cabine encore. Après ça, arrive de même, cœur, se raplatit, cabine. Puis là, vu qu'il fait un petit peu, je sais pas comment l'écrire, là, mais ça shake un petit peu quand ça tombe. Ça fait cabine, cœur, cabine, cœur. Et c'est ce qu'on voit. Donc, autre objet plane. Cet objet est Blue Ball. GameObject du collider frappé est cœur. Donc, je peux vraiment savoir quelles actions a touché quoi. Donc là, je pourrais faire un jeu et si je tire la cabine, au lieu de perdre, disons, 10 points de vie, je vais en perdre 50. Mais réalisez, Uncollision Enter ici fonctionne pour chaque partie. J'ai mon Uncollision Enter qui est sur le Blue Ball et le Blue Ball contient tous les autres colliders. Donc, si je le mets sur un GameObject parent, cette composante-là,
il va utiliser tous les colliders qu'il trouve dans ses enfants. Ce qui est quand même cool parce que je peux faire des filtres avec des if. Donc, je peux dire que, OK, if je vais juste garder ça en mémoire. C'est un collider. Je vais appeler collider est égal à ça. Donc, je vais garder en mémoire le collider de mon objet qui possède ce script, qui rentre en contact avec un autre objet. Puis, ici, je vais juste écrire collider. Et là, je peux vérifier, OK, collider. Donc, si le nom du GameObject est cœur, là, je peux faire un comportement spécifique, comme debug.log. Disons, un point critique a été atteint. Je pourrais faire des if pour les autres parties également de mon vaisseau. Et avoir des comportements dynamiques, comme que je disais plus tôt. Disons qu'on prend un propulseur. Ah bon, ben maintenant, on peut avancer moins vite le temps qu'on répare le propulseur. On va faire un test. Donc, à chaque point que la cabine ici a été frappée, je vois point critique a été atteint. Pardon, le cœur. Donc, ici, j'ai la cabine, OK, j'ai rien, cabine, rien. Ah, ici, point critique a été atteint. GameObject collider frappé est cœur. Donc, j'écris mon point critique avec un autre message, c'est pour ça que je le vois dans cet ordre-là. Après ça, cabine, j'ai rien. Et après ça, ici, cœur une deuxième fois, donc juste avant, point critique a été atteint. Donc, c'est comme ça qu'on fait des filtres. Mais on peut faire encore plus de filtres. Parce que disons que je vais ajouter un cube. Je vais mettre un cube comme ça. OK. Je vais le faire tomber. Et avec le cube, je vois le même comportement. Soit avec la plane ou avec un cube, ou en fait, n'importe quel GameObject, c'est un collider, je vais avoir le même comportement. Le comportement décrit ici. Mais on s'entend que, disons, je fais un jeu puis j'ai des power-ups. Je pense que vous savez c'est quoi des power-ups. C'est des choses qui nous donnent, disons, des habilités temporaires. Si je rentre dans un power-up ou si je rentre dans un ennemi, je ne veux pas avoir le même comportement. Je veux subir des dégâts si je rentre dans, disons, un ennemi. Et je veux avoir quelque chose de complètement distinct si je rentre dans un power-up ou si je touche à n'importe quelle autre chose qui ne sont pas les ennemis. Je vais sûrement vouloir un comportement différent. Là, ici, oui, je peux filtrer selon les colliders frappés, comme j'ai fait à la ligne 11. Mais j'aurais besoin de filtrer selon, disons, la nature des objets auxquels je rentre en contact. Est-ce que c'est une catégorie d'ennemis? Est-ce que c'est la catégorie des power-ups? Est-ce que c'est la catégorie des choses dans l'environnement? Je dois filtrer. Comment est-ce que je peux faire ça? Bon, je pourrais faire quelque chose de pas très super. Je pourrais dire if disons other.gameObject.name égale disons ennemi fait quelque chose. Sinon, je mettrais un else fait autre chose. Je pourrais avoir plein de if-else ici pour filtrer. Déjà qu'avoir plein de if-else, c'est pas vraiment super, comme on l'a vu dans le passé. Mais ce que j'aime vraiment pas à la ligne 10, puis même à la ligne 13, c'est que j'utilise le nom du GameObject. Bon, si j'ai plein d'ennemis, ça se peut que chaque ennemi possède des noms différents pour commencer.
Et ça se peut que même je change le nom de mes ennemis. Ça se peut que quelqu'un arrive, le level designer ou le game designer, il va dire « Ah ouais, finalement, les ennemis que j'ai appelés les fougons, ça devrait s'appeler les gougons maintenant. On a changé leur nom. Apparemment, fougon, c'est un mauvais mot dans une langue, puis on ne peut pas utiliser ce mot-là. Là, il faut revenir dans le code puis changer toutes ces strings-là. C'est sûr qu'on va se tromper à quelque part. Ou c'est même possible que je fais une erreur de frappe et je mets un N ici parce que je pense que j'écris ennemi en anglais. On veut éviter ce genre de problème-là. Ce n'est pas des problèmes informatiques, c'est des problèmes vraiment juste plates, des problèmes humains super poches à gérer. On n'a rien à apprendre à essayer de corriger ces affaires-là. Donc, les strings hard-codés, c'est rarement une bonne idée. Quasiment jamais. Ce que je vais faire à la place, c'est juste enlever celui-là. Je vais y aller avec une notion qui s'appelle des layers. Donc, des couches en français. Et je vais me dire que chaque objet existe sur une couche. Et maintenant, je vais filtrer mes collisions selon la couche de l'objet auquel je rentre en collision. Donc, si j'ai un objet sur la couche des projectiles, ben maintenant, je vais faire mon comportement de collision pour les projectiles. Si je rentre en collision avec un objet dans la couche ennemi, je vais faire des comportements d'ennemi. Si je rentre en collision avec de quoi dans la couche de power-up, je vais faire un comportement associé, etc. Vous me voyez venir. Donc, comment est-ce que je fais pour donner une couche à chaque objet? Vincent vous a montré les tags avant. Comme ici, mon Blue Ball est untagged. C'est une idée semblable. Je peux donner des tags, mais je peux également utiliser justement layer, comme que j'expliquais, les couches. Donc, on a plusieurs couches ici. Tout est à 0 par défaut. Donc, je peux voir que layer default pour Blue Ball. Je peux voir que la plane est également à default, le cube est à default. Disons que je veux juste des comportements. Lorsque je rentre avec des choses qui vont être de la couche projectile. Mais là, je vois que j'ai 5 couches. Ça n'inclut pas projectile. On a 5 couches par défaut. Mais je peux cliquer ici sur Add Layer. Et maintenant, j'ai comme le gestionnaire des layers de mon jeu. Les couches 0 à 7, fait que les 8 premières couches sont réservées par le système. Nous, on peut commencer à 8. Donc, disons que je vais nommer ça, ça va être les ennemis. La couche 8, c'est ennemi. Maintenant, je peux prendre mon cube et je peux dire que mon cube, lui, c'est un ennemi. Et là, je peux écrire du code qui va vérifier le layer de l'objet avec lequel je rentre en contact. Et si son layer est ennemi, par exemple, je vais faire un comportement destiné aux ennemis. Et c'est quoi l'avantage d'utiliser les layers au lieu des tags? Vous allez voir, c'est une excellente question parce que oui, je pourrais juste mettre le nom du layer, puis si je change le nom du layer, ben, on a le même problème. C'est sûr que les noms de layer restent de moins changés que les noms des objets, juste de manière probabiliste. Mais ça me permet de faire les choses comme suivant. If other.gameObject, c'est pas ça que je veux. If other, oui, en fait, oui, c'est ce que je veux. Mais je vais continuer. Point layer. Tous les GameObjects ont une propriété layer. Et je peux dire égal, disons, 8. Donc, si c'est 8, je vais faire un debug.log. Entrer en collision avec un ennemi. Fait que là, j'ai passé d'avoir une string à un entier. C'est déjà bon. Mon entier est hard-codé en ce moment. Ça laisse un peu à désirer. Mais, on va faire un premier test. Entrer en collision avec un ennemi une couple de fois. OK? Si je déplace mon cube, on va rentrer en collision avec la plane. Je ne vois pas ça. Nulle part que c'est écrit rentrer en collision avec un ennemi. Parce que la plane n'est pas considérée un ennemi. Aussi, si je peux me permettre, quand même, pour Oui, répondre à la absolument. question,
Un layer, ce qui est intéressant, c'est que tu peux passer plusieurs types d'objets sur le même layer et ça te permet d'ignorer globalement des objets qui ont le même tag, qui n'ont pas le même tag, si tu veux. Alors, autant au niveau de la collision, par exemple, mais on pourrait même voir que tu es capable d'éliminer du layer, par exemple, l'affichage de certains éléments ou différentes choses qu'on pourrait faire sur le layer. Le layer est une couche d'abstraction qui est intéressante pour regrouper vraiment certains objets de ta scène et leur donner un traitement particulier. Ouais, ouais. Et puis, ça me fait penser, on peut même utiliser le layer avec le tag. Oui, Donc, on les peut avoir deux. quelque chose de très global, comme Vincent disait, toute une couche. Puis après ça, OK, disons, j'ai 5 ennemis dans la couche ennemie. Mais après ça, je peux avoir des ennemis avec des tags différents, puis là, filtrer juste selon ces tags précis-là. Vraiment, il y a plein de manières de filtrer. Utiliser les layers, c'est comme, c'est la première couche à utiliser, justement. On commence habituellement par les layers pour filtrer nos collisions. Mais comme que je disais ici, 8 hardcodé, c'est pas super. Pourquoi pas ici, serialize field. Ici, je vais créer int ennemi, ou en fait, je vais écrire ça en français, couche ennemi. Donc maintenant, je sais que dans mon jeu, logiquement, je vais avoir une couche d'ennemis. Je m'en fous c'est lequel. Le game designer, s'il décide de mettre la couche ennemie à 8 ou à 10, ou un jour il change pour la couche 277, c'est pas grave. Parce que je sais que logiquement dans mon jeu, je devrais avoir une couche ennemie. Donc maintenant, je fais juste le permettre de dire c'est quoi cette couche-là. Donc j'ai développé ma logique de jeu ici, qui ne va pas changer à travers le développement du jeu. Du moins, c'est ça qu'on espère. Mais il y a beaucoup moins de chances qu'on décide de ne plus avoir de couche d'ennemis dans mon jeu avec des ennemis pendant le développement que de, disons, changer le nom des ennemis. On va toujours penser à la probabilité de changer quelque chose pendant le développement. Et ici, si j'ai un jeu avec des ennemis, c'est pas mal probable qu'à la fin du jeu, je vais encore avoir des ennemis. Donc, je vais toujours avoir besoin d'une couche d'ennemis. La seule chose qui risque de changer, c'est le numéro de la couche. Fait que justement, je vais permettre de ce changement-là. Fait que par défaut, c'est 0, parce que vous voyez ici, mon private int, bon, valeur par défaut d'un int, c'est 0. Si je mets encore 0, puis ma plainte à 0, je vois ici, entrer en collision avec un ennemi. Maintenant, si je le mets à 8, je ne le vois pas. Mais si je prends mon cube, je le déplace ici. Entrer en collision avec un ennemi. Donc, c'est ça la technique. Maintenant, disons que je veux un comportement spécifique juste pour la cabine. Je pourrais mettre un script juste sur la cabine. Ce script-là va contenir son propre uncollision enter. Donc, je peux commencer à discriminer de cette manière-là aussi. Je peux mettre, disons, une logique globale de collision, comme celui-ci, qui va tester tous les colliders sur le parent, ou je peux mettre d'autres scripts comme ça, plus précis, sur chaque objet avec leur collider respectif, pour avoir des comportements juste avec ce collider-là. Je ne vais pas prendre la peine de le faire maintenant. Je pense que vous serez en mesure de le faire vous-même. Mais je pense que j'ai une dernière chose que je veux faire avec vous autres à propos des collisions. Ah oui, c'est ce que je disais plus tôt. On va juste voir c'est quoi les autres versions de Uncollision. OK, fait que Uncollision, je commence à l'écrire, je vois que j'ai Uncollision Enter 2D. Ça, c'est pour les colliders 2D. Les colliders 2D, ce n'est pas des volumes, mais des surfaces, des aires de collision, comme un carré, ou un cercle, ou un triangle. Nous, on est toujours en 3D, mais sachez que c'est la même chose avec Collider 2D. Donc, il existe Box Collider 2D.
puis OnCollision Enter 2D et le moteur de physique gère les choses de la même manière, mais avec une dimension de moins. On-Particle Collision, on ne va pas voir ça. Fait que vraiment, ce qui est intéressant pour nous autres, c'est Exit et Stay. Je vais juste faire un petit dessin. Inkscape. OK. Imaginez l'état de la collision comme un signal numérique. Donc, ici, je vais comme dessiner un signal à travers le temps. Donc, mon axe ici, ça va être le temps. Je vais essayer de juste mieux dessiner ça. Non, je veux noir. OK. Fait que ça va être le temps. Et ici, je vais avoir 0 et 1. 1 veut dire collision et 0 veut dire non-collision. Donc, disons, je commence ici, je n'ai pas de collision. Puis là, tout d'un coup, j'ai une collision. Puis là, ma collision continue d'arriver. Je reste à 1. Puis là, tout d'un coup, j'ai plus de collision, je redescends. Fait que là, je vais juste mettre ça en rouge, que ce soit un peu plus visible. Et après ça, ici, je vais mettre plusieurs points. J'ai un point là. J'ai un point ici. Et après ça, j'ai toute cette section-là. Oups. Bon, je ne suis vraiment pas capable de dessiner ce que je veux dessiner. Bon, c'est pas si pire. Ici, à ce moment-là, on déclenche les OnCollision Enter parce qu'on entre en collision. On passe de 0 à 1. Fait que ça, c'est Enter. C'est bon sur un frame. Yes. Enter. Donc, Enter va arriver à la frame où on passe de pas de collision à collision, de 0 à 1. Stay, c'est pendant que la collision, ben, elle reste, elle stay. Oh boy. Donc, pendant tout ce temps-là, disons que si c'est un laps de 15 frames, ben, je vais appeler OnCollision Stay pendant ces 15 frames-là. Disons que ça dure, je ne sais pas, 15 secondes. Non, pas 15 secondes. Disons que ça dure 2 secondes. Ben, pendant 2 secondes, je vais appeler OnCollision Stay. Et ici, ben, ce qui reste, c'est Exit. Donc, à la fin de la collision, lorsque je vais de 1 à 0, on appelle Exit. Donc, je peux avoir un comportement au début de la collision, pendant la collision, je peux avoir un autre comportement, et à la fin de la collision, finalement, une dernière chose qui peut arriver. J'ai beaucoup de flexibilité sur la gestion de mes collisions et de la logique qui peut en découler. Il faut faire attention avec OnCollision Stay, de ne pas mettre des choses trop lourdes à l'intérieur, surtout si on a des collisions qui sont un peu permanentes. Par exemple, quand mon vaisseau tombe sur la plane, il arrive puis il va rester dessus. Si j'ai quelque chose avec OnCollision Stay, ben, ça va t'appeler sans fin jusqu'à la fin du jeu, avec le jeu que j'ai présentement. Donc, si je fais quelque chose de vraiment lourd là-dedans, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Exit, ça c'est la fin d'une collision. Donc, disons, au début d'une collision, je veux... je ne sais pas trop. Disons, au début d'une collision, je veux avoir un message de debug. Je n'ai pas de meilleur exemple en ce moment. Pendant la collision, je veux des effets de particules, comme des flamèches. Et à la fin, ben là, je veux peut-être commencer à la fin de ma collision, je veux voir le temps que j'ai été en collision. Et selon le temps que j'ai été en collision, je veux multiplier les dégâts subis. Fait que le plus de temps que je passe en collision, le plus de dégâts que je vais subir. Ça prend un genre de comportement à implémenter. Donc, je ne vais pas prendre le temps d'écrire une version de Stay ni écrire une version de Exit parce que je pense que ça parle un peu pour lui-même. Et puis, en sauvant du temps, ça va me permettre de vous donner plus de temps pour travailler sur le TP2. Avant que je le présente, Vincent, est-ce que tu penses que j'ai oublié quelque chose d'important? Honnêtement, non. Je pense, d'après ce que je pense que tu voulais montrer, non. Parfait. Y avait-il autre point que tu voulais ajouter? Non. Non? On en a assez, il faut passer à notre TP2. Il faut y arriver. Donc, TP2, tout le monde. TP2, ben en fait, je vais vous montrer une petite démo. Cool.
on reste dans la thématique de Star Fox. Et puis, vous allez faire un jeu comme ça. Où nous font tirer des projectiles. Et accélérer et décélérer de manière physique. Donc, c'est un petit peu difficile à contrôler. Ça prend un peu de pratique. Ici, je peux tirer d'autres vaisseaux et lorsque je tire d'autres vaisseaux, j'ai des messages d'erreur. Là, c'est sûr qu'avec un ciel de même, c'est pas mal difficile de m'orienter. Donc, placer des game objects dans la scène, ça m'aide à savoir où je suis. Bon. C'est ça l'idée du TP. Et comme vous avez vu, bon, il y a un minimum de gameplay et je vais tout de suite sauter à la partie bonus ici. Ceux qui m'ont eu en 202, vous savez à quel point j'aime vous donner des points bonus pour la créativité puis d'explorer par vous-même. C'est vraiment la meilleure façon d'apprendre, à mon avis, à programmer, c'est à l'explorer par nous-mêmes. Donc, je vous récompense ici avec un maximum de 20% si vous implémentez plus de choses à ce jeu. Je vous donne les choses demandées ici. Créez un plus faible d'ennemis, puis soyez créatif avec votre ennemi. Ici, les ennemis doivent avoir des points de vie, et puis les ennemis vont avoir des points sensibles et perdre des points de vie si tu la frappes, disons, à des points sensibles que vous décidiez. Donc, disons, si la cabine de l'ennemi, c'est point sensible, ben là, on va subir 12 points de dégâts au lieu de 5 points de dégâts si on frappe une aile. Les ennemis, après avoir subi un certain nombre de dégâts, on peut les détruire. On a vu une composante Destroy Overtime dans le passé. Vous savez comment détruire des Game Objects. Ici, faites spawner des ennemis. Je parlais un peu plus tôt pendant la session de spawner des ennemis. Ben, pourquoi pas, c'est temps de le faire. Faites-les spawner à des intervalles de temps réguliers. Comme disons, à chaque 5 secondes, on spawn N nombre d'ennemis. Pourquoi pas, si on rentre dans une zone de la scène, ici, Vincent vous présenter les triggers, ça serait vraiment intéressant. À essayer les triggers. Bon, ben, si on rentre dans une zone, on fait spawner les ennemis aussi. Des trail renderers sur les vaisseaux pour avoir un petit peu plus d'esthétique et plein d'autres choses que vous pouvez imaginer. Donc, le plus de choses que vous implémentez, le plus que c'est probable que vous allez chercher un 20% de plus sur votre TP. Bon, ça c'est la partie intéressante. Maintenant, on va être parti à la partie sérieuse. Évidemment, respectez toutes les instructions pour chaque phase. Vous allez voir que je présente chaque phase ici. Et dans chaque phase, premièrement, vous devez suivre les phases de manière chronologique. Donc, suivez la séquence ici. Dans chaque phase, je présente des tests à faire pour valider la phase que vous êtes en train de travailler dessus. Et vous avez des vidéos pour chaque, presque pour chaque résultat demandé ou chaque résultat attendu. Donc, faites attention à ça. Je ne vais pas vous lire l'énoncé, vous pouvez lire par vous-même. Et en parlant de lecture, moi, je donne des noms précis à comment vous devez nommer les choses. Suivez ces noms-là. Respectez ce qu'on vous demande. Un TP, c'est vraiment comme une spécification. Et si vous travaillez dans l'industrie, on vous donne une spécification ou vous faites une spécification avec votre équipe. Si vous ne la respectez pas, c'est un problème. D'autres choses qui sont des problèmes, ne pas bien suivre les conventions de nommage C#. De ne pas bien indenter son code. Donc, même si on passe beaucoup de temps dans Unity et pas purement dans le code comme en 201, 202, toutes les choses vues dans ces cours demeurent importantes au niveau de la propreté du code et les autres choses comme ça. Ici, le gameplay ne doit pas être forcément UFPS. Donc, on veut utiliser time point delta time où c'est nécessaire. Aussi, bon, il y a certains points comme le point 4. Ici, je parle de bien penser à la performance. Donc, j'ai bien nommé ici une place où la performance va être un sujet à vraiment analyser, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul endroit où vous devez penser à la performance. Donc, juste en général, beau code, mais également penser un peu à la performance. Éviter des copies qui ne sont pas nécessaires. Éviter de recalculer les mêmes affaires plusieurs fois. Toutes ces choses-là qu'on vous enseigne. La remise, vous avez 2 semaines. 4 novembre avant minuit sur Colnet, comme d'habitude.
Et cette fois-ci, je vais vous forcer à suivre comment nommer votre point zip. Donc, TP2, non. La première personne, non. La deuxième personne. Ici, c'est les noms de famille que je désire. Vous perdrez des points si vos fichiers ne sont pas bien nommés. Également, si vous faites des choses dans le bonus, je veux que vous écriviez ce que vous avez fait. Comme ça, nous allons savoir quoi aller voir. Parce que, justement, vous pouvez être créatif ici, mais je ne veux pas, disons, ignorer une chose que vous avez faite parce que je ne m'en suis pas rendu compte. Donc, écrivez un petit texte à propos de ce que vous avez ajouté. Et ajoutez le texte dans votre fichier .zip que vous allez soumettre sur CodeNet. Mettons, tu l'écris par Word. Un PDF ou un point texte. Je préfère pas de Word parce qu'ouvrir Word, pour moi, c'est vraiment complexe et c'est vraiment long. Word Online fonctionne difficilement avec plusieurs comptes institutionnels. Ceux qui me remettent à moi peuvent remettre du Word. Ça ne me dérange absolument pas. Donc, ici, je parlais bien de 2 noms d'équipe. Et la phase 0, vous allez voir, c'est former une équipe. Il existe un channel sur Discord, Looking for Group, pour trouver un coéquipier ou une coéquipière. Ça doit être en équipe de 2. On a mentionné plus tôt que maintenant, on va un peu plus vous forcer à être en équipe pour vous préparer pour 204, où c'est une consigne. Si jamais Looking for Group ne fonctionne pas trop bien pour vous autres, faites juste contacter votre enseignant et on va essayer de vous joindre avec quelqu'un. Là, je ne sais pas encore si une équipe de 3 va être nécessaire. Je ne sais pas combien d'étudiants sont encore dans le groupe, dans les groupes. Vincent, as-tu une idée de ça? On a-tu un nombre impair ou pair finalement? Tu es muté en passant, Vincent, excuse. On a un nombre impair en théorie, mais Okay. je ne sais pas si tout le monde est encore présent dans le cours. OK. Moi, j'ai des personnes que j'ai plus de nouvelles depuis quelque temps. C'est ça, c'est difficile à juger. Parce que si on dit maintenant une équipe de 3, c'est possible qu'une personne se retrouve toute seule. Donc, équipe de 3, il va vraiment falloir juger une fois que tout le monde a créé leur Exactement. équipe. Donc, est-ce qu'il y avait autre chose? Je pense que c'est tout. Ah oui, je vais me souvenir. Il manque un petit paragraphe dans le gameplay. J'ai oublié de vous dire, ça prend une caméra comme j'ai présenté ou comme que je présente ici dans la démonstration. Donc, je n'ai jamais dit comment faire sur la caméra-là, mais je pense que vous serez en mesure de le trouver par vous-même assez rapidement. C'est pas très, très complexe. OK. Est-ce que j'ai des questions à propos de ça? Moi, j'ai une question. Juste Yes. savoir, quand, exemple, votre vaisseau tourne vers la gauche ou vers la droite, est-ce que c'est vous posez sur un bouton, ça tourne, puis à un moment donné, ça l'arrête quand vous arrêtez de peser sur le bouton? Ou C'est une vous bonne pesez sur un question. autre bouton? Ou c'est juste mettons? C'est une bonne question. Je vais le décrire ici. OK. Donc maintenant, moi, j'ai WASD, puis mes 4 flèches. Fait que j'ai 8 touches ici. Donc, ici, je vais peser sur A, puis là, je vais le lâcher. Donc, au moment que je lâche, j'arrête de tourner. Pareillement pour ces autres rotations-là. Fait que si je tiens à foncer, je continue, mais une fois que j'arrête, j'arrête. Pareillement pour celui-ci, le roulis. Fait qu'au total, en ce moment, j'ai mes 6 touches. Fait que comme ça et comme ça. Après ça, j'ai 2 autres touches ici pour ajouter de la force à mes propulseurs. Parce que c'est un déplacement physique. Donc, si je tiens à enfoncer la flèche du haut, je continue de pousser mon vaisseau. Donc, ça s'accumule, puis je vais accélérer de plus en plus vite. Donc, ici, je pèse un petit peu, puis là, je le lâche. Je le lâche, et c'est pas vraiment évident à cause du ciel, mais je continue d'avancer dans la direction. Parce que j'ai ajouté une force dessus, puis je suis dans l'espace, il n'y a rien qui m'a arrêté. Je n'ai pas de friction non plus. Donc, je vais continuer dans la direction. Maintenant, je vois, si je pèse par en avant, j'ajoute une force dans le sens inverse, puis je vais continuer par ici. Si je pèse sa flèche par en bas, ben, ce que je fais maintenant, c'est que j'applique une force inverse, puis là, je commence à reculer.
Mais justement, il faut que je gère les forces. C'est ça qui rend ça difficile à contrôler. Mais c'est plus comme une simulation réaliste parce que, vous savez, on n'a pas de friction dans l'espace. Et si je pousse un objet, il va continuer jusqu'à l'infini, tant et aussi longtemps qu'il n'a pas touché un autre objet. Et j'ai space pour tirer des projectiles. Parce que j'ai des canons. Ah, en fait, pas des canons, j'ai un canon. J'ai placé un endroit, bon, j'ai placé ici, donc il va cacher un petit peu les pilotes, mais c'est correct. Et puis, en passant, je ne l'ai pas mis dans le bonus, mais votre code que vous allez faire doit être... Bon, doit pouvoir s'adapter à N nombre de joueurs. Un peu comme les exemples qu'on a fait plus tôt avec le Input Manager. Si je veux avoir 2 joueurs, ben, je devrais avoir une possibilité d'avoir 2 joueurs qui vont jouer en même temps localement sur le même clavier. Pourquoi pas, vous pouvez peut-être faire quelque chose de co-op dans votre section bonus avec 2 caméras puis une split screen. Je ne vais pas oser comment faire, vous allez pouvoir voir par vous-même. C'est très, très facile à faire du split screen sur Unity. Puis là, vous pouvez avoir 2 joueurs qui s'attaquent. Ou ouais, du co-op ou quelque chose de compétitif. OK, je pense que c'est tout. Est-ce que j'ai d'autres questions? Chat a de l'air de quoi? Il y a quelqu'un qui parle que les flèches sont pour le roulis et WASD pour les translations. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation? Oui, c'est ce que moi j'ai décidé d'implémenter. Moi, je ne vous force pas à utiliser ces mêmes touches, mais c'est ce que je recommande. C'est plus facile pour nos tests. J'allais justement dire, Vincent, en fait, j'aurais peut-être les forcer à utiliser ces touches-là, comme ça, Ben, c'est facile pour nous autres à corriger. Ouais. Donc, je vais essayer de mettre à jour l'énoncé pour utiliser donc WASD plus les flèches. OK, avec le temps qui reste, on peut bien parler TP1. Et moi, je viens de réaliser que j'ai oublié d'envoyer la correction à mes étudiants. Donc, pour mon groupe, pardonnez-moi, j'ai juste mis votre note, mais je ne vous ai pas envoyé vos commentaires. Il va falloir que je trouve un moyen de le faire. Mais ce qu'on peut faire maintenant, c'est au moins comme voir les grandes lignes du TP1 et de souligner les points qui ont été les plus difficiles en général dans les 2 groupes. Donc, je vais juste ouvrir le projet et après ça, partager mon écran. Moi, j'ai envoyé aux étudiants que j'ai corrigés, j'ai envoyé une fiche de correction. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me la poser. Et j'aurai aussi des interventions plus générales à faire sur le TP. Oui, absolument. Maintenant, c'est le moment de le faire. OK, je vais partager mon écran. OK, donc ici, j'ai caché les noms des étudiants et leur correction associée. OK, on va aller morceau par morceau ici. Premièrement, le spin component. OK, spin component. OK, je vais vous montrer rapidement le code. Donc, 2 attributs publics ou 2 attributs serialized field, tels que demandé dans l'énoncé. On voulait la rotation par frame. Et ici, space. Est-ce qu'on fait une rotation sur l'espace local ou l'espace du monde? Autrement dit, est-ce qu'on
interprète ce vecteur 3-là comme étant une coordonnée ou en fait un vecteur 3 du monde ou local à l'objet. Par défaut, si nous ne mettons rien ici, c'est toujours space.local. Mais nous, on voulait justement pouvoir sélectionner entre space.self ou space.world. J'ai dit space.local, mais je voulais dire space.self, c'est la même chose. Et c'était vraiment juste une petite fonction rotate ici. Rotation par frame. Donc ici, je suis dans Update. Et à chaque frame, je veux appliquer une rotation par frame. C'est pour ça que c'est ce nom-là. Donc, absolument pas de time ici. Je veux qu'à chaque frame, j'applique la valeur de rotation par frame comme valeur de rotation. Donc, si je vais à 60 FPS, je vais appeler ça, disons, environ 60 fois par seconde. Si mon FPS est 120, je vais appeler ça environ 120 fois par seconde et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très, très lié au FPS. Donc, quelques erreurs que j'ai vues. Space n'a pas été utilisé. Donc, la personne a oublié de mettre space ici comme deuxième paramètre. J'ai vu des utilisations de target.framerate qui ne sont pas nécessaires. On n'a jamais utilisé ça ici. Donc, c'est pas mal juste ça. Des fois, il y a des petites erreurs à propos de juste comment nommer les affaires. Comme des fois, je voyais R majuscule ici, mais S minuscule là, c'était pas constant. C'était un petit peu une perte de points ici. Mais en gros, c'est vraiment pas si mal pour rotation. Il était quand même assez simple, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de gros problèmes à ce niveau-là. Toi, Vincent, as-tu observé un problème dans cette composante générale? Bon, si je regarde les composantes, ben moi, je vais y aller. Je ne vais pas partager parce que j'ai trop d'indications sur les étudiants qui seraient visibles. Ouais. En gros, moi, ce que je peux résumer. Bon, problème général que je dirais qui est pour moi un problème important dans le futur, c'est faire attention à ne pas calculer des choses inutilement de façon récurrente. C'est-à-dire tout ce que vous êtes capable de précalculer ou toutes les interventions que vous voyez que vous faites régulièrement, par exemple, à chaque frame ou presque à chaque frame, et qui pourraient être stockées quelque part, faites-le. Ça peut vraiment bouffer du temps. Alors, des fois, on va s'acharner à rendre optimale une fonction qui va être appelée 2 fois durant toute la durée du jeu et on va négliger la petite fonction très simple qui est appelée 60 fois par seconde. Mais c'est cette dernière-là qui va être coûteuse sur le temps du jeu et pas la première qui va être appelée une fois. Gagner 0,1 seconde sur une fonction appelée une seule fois, c'est le fun. Mais gagner 0,01 seconde sur une fonction qui est appelée 60 fois par seconde, bien, rapidement, on va gagner pas mal plus de temps. Mm-hmm. Alors donc, savoir où mettre votre temps d'optimisation, regardez tout ce qui est appelé dans le update plus que ce qui est appelé dans le awake. D'ailleurs, si vous êtes capable de mettre des choses dans le awake ou dans le start, eh bien, faites-le. C'est des choses qui peuvent être mises une seule fois. Alors donc, il y a cet aspect-là. Sinon, j'ai vu certains TP qui avaient une mauvaise compréhension du target framerate, justement, qu'ils modifiaient. Ce qui mélangeait un petit peu mon programme de test qui, lui, faisait varier le framerate pour voir les choses. Alors donc, j'ai dû des fois modifier votre code pour être capable de faire les tests. C'est moins agréable, surtout qu'on vous avait dit de ne pas le faire, ce bout-là. Alors donc, respecter les consignes, ça simplifie notre vie dans la correction. Ça nous évite de devoir des fois modifier le code de quelqu'un pour être capable de le rendre. Des fois, ce n'était pas modifiable de toute façon, le code. Alors ça, c'était un peu triste. Également, il y en a qui, lorsqu'on n'ont pas compris la notion d'utilisation du time.deltaTime, lorsqu'on devait l'utiliser justement pour favoriser le temps réel,
Il y en a qui l'ont utilisé lorsqu'on modifiait par frame, ce qui n'avait pas vraiment de sens à ce moment-là. Sinon, des erreurs, je dirais, moi, j'ai m'étais écrit un programme de test qui vérifiait, par exemple, quand vous faisiez la modification du scale, si vous restiez entre les bornes qui étaient indiquées. Bon nombre de personnes, il y en a que ça arrivait parfaitement, que c'était vraiment bien codé. Pour bon nombre, par contre, ça ne marchait pas. Il y avait des dépassements, soit on arrêtait avant les bornes. Donc, on n'atteignait pas nos bornes où on avait une erreur très significative. Là, on ne parle pas d'une erreur au 7e chiffre après le point, là. On parle d'une erreur plus importante que ça, ce qui ne devrait pas arriver si vous avez mis des techniques de code plus simples. Bon, là, Kyle et moi, on a eu un petit débat si on devait vous montrer certaines façons de faire les choses qui sont plus ou moins performantes, mais il y avait des manières d'écrire du code quand même assez clean, assez propre, qui permettaient de rester dans les bornes généralement. Donc, justement, on va montrer ça. Avant d'avancer à la dernière composante, on peut justement parler du skill pour state. Ouais. Mais juste avancer ici, regardez la correction pour Spin Component V2. Ici, ça, c'est la thématique vraiment. C'est juste prendre notre vecteur 3 et la multiplier par time.dataTime. Bon. Comme on a déjà vu dans le passé, je me souviens de vous avoir dit que tout ce qu'il faut faire pour rendre ça sur le temps réel, c'est prendre nos vitesses et multiplier par time.dataTime. C'est tout ce qu'il faut faire. Et on a fait une petite preuve mathématique aussi avec le produit croisé que vous pourrez faire par vous-même, encore une fois, si vous voulez vous en souvenir, ou regarder l'article que j'avais publié attaché avec cette là. On s'entend que le spin component V1 et V2 étaient quand même pas mal les mieux réussis du lot. C'était quand même, excusez-moi, j'étais un petit peu plus loin que le spin component, là, mais spin component était vraiment pas vraiment très problématique. Ouais. Et puis, je pense que j'ai eu 2 groupes qui, eux autres, au lieu de faire le spin continuellement, ils l'ont fait à chaque seconde. Mais nous autres, on voulait quelque chose de continu, comme décrit dans l'énoncé. Et puis aussi, dans les démos que j'ai faites pour vous autres, je vous ai montré que les versions 1, version 2, c'était les mêmes comportements, comme ici écrit dans l'énoncé aussi. Version 1, version 2, c'est les mêmes scripts, puisqu'il y en a un qui est très fortement lié au FPS, puis l'autre, c'est selon le temps réel. Mais les deux doivent faire la même chose. Donc, les versions 2, c'est pas de déplacer le cube ou peu importe le GameObject après chaque seconde. C'est quand même que ça soit continu. En fait, accumuler le temps ici avec un genre de elapsed time n'était pas nécessaire pour ce labo. On vous l'a montré, mais c'est pas parce qu'on vous l'a montré que c'est nécessairement dans le TP. On montre beaucoup de choses, on ne peut pas toujours tout inclure. Mais cette notion-là de elapsed time, vous savez pouvoir l'utiliser dans le TP2 dans un des bonus, justement, si vous faites apparaître des ennemis à chaque 5 secondes. Mais ici, on ne voulait pas de comportement à chaque seconde, on voulait toujours mettre à jour l'objet à chaque frame. Parce que la quantité de rotation qu'on fait dépend du temps entre la frame actuelle et la dernière frame. Autrement dit, dépend de time.delta-time. Pour avoir une rotation totale de rotation per second après une seconde de temps réel, peu importe l'FPS. OK. Et on ne peut pas mettre target frame rate divisé par... En fait, on ne peut pas faire 1 divisé par target frame rate. Je ne peux pas faire 1 divisé par 60 ici. Parce qu'encore une fois, ça fonctionne juste si on tient pour acquis qu'on va toujours avoir 60 FPS. Mais ça se peut que dans une seconde, j'ai 55 FPS, puis dans l'autre seconde, j'ai 75 FPS sur le jeu. Donc, ça ne fonctionne pas vraiment parce que pendant une seconde, l'FPS peut fluctuer pour que le temps entre une frame soit, disons, 3 millisecondes, puis le temps entre une frame un peu plus tard, dans la même seconde, devienne 7 millisecondes. Fait que si je mets 1 divisé par target frame rate ou par application.framerate, ça ne va pas justement changer, ça va toujours rester fixe, comme si le temps entre chaque frame était toujours justement fixe. Ce qui n'est pas le cas. Les jeux sont très, très dynamiques et imprévisibles à ce niveau-là. En parlant du FPS,
il y a un peu de news cette semaine de jeux vidéo qui était quand même assez populaire. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont joué à Bloodborne, c'est un de mes jeux préférés de From Software. Je suis un grand fan de Dark Souls, etc. Et puis Bloodborne, c'est un jeu de PS4 exclusif. Puis en fait, une erreur. Le moteur de Bloodborne, ils se sont dit, bon, c'est pour PlayStation 4. Tous les PlayStation 4 sont pareils. On va y aller avec un jeu avec pas de time point de time. Le jeu est fait pour être... Le jeu fonctionne juste si le temps entre chaque frame est justement 1 sur 30. Mais même avec ça, le jeu, des fois, il n'est pas capable d'avoir 30 FPS. Fait que le jeu, il paraît saccadé. Donc, il force à avoir justement 1 sur 30 delta time, mais des fois, ça en prend un petit peu plus, des fois un petit peu moins, puis le jeu, il n'est pas super fluide. Puis là, maintenant, on aimerait avoir, disons, une version mise à jour pour la PS5. Ben, on ne peut pas. C'est hard-codé pour être 1 sur 30, un 30e de seconde par frame. Fait que quelqu'un a fait une nouvelle version. Dans le fond, il a hacké le jeu, puis il a mis des time point delta time partout. Puis maintenant, le jeu peut rouler à 60 FPS ou plus que ça. Fait qu'il y a des personnes qui ont pris le moteur du jeu, ils l'ont hacké, ils ont mis les time point delta time partout, puis maintenant, le jeu il roule super fluide à plusieurs FPS. Donc, vous pouvez regarder ça par vous-même. Il y a comme une vidéo qui décrit tout ça, comment il a fait pour ajouter time point delta time pour améliorer l'expérience de jeu. OK. Donc, ça, c'est juste mon petit point pour valoriser time point delta time. On va continuer avec ce que Vincent disait, le Scale Pulsate Component. OK. Donc, ça, c'est ma version ici. Avec, bon, j'ai 2 conditions, un if. C'est comme avoir 2 if. Mais j'ai quand même décidé de présenter celle-là parce que je pense que c'est pas super complexe. Une fois qu'on a compris le mécanisme derrière. OK, premièrement, il y a beaucoup de personnes qui ont mis les vecteurs 3 comme le point d'origine puis le point final, comme le scale initial puis le scale final. Ce n'est pas des données qui sont importantes. Donc, lorsqu'on programme, puis surtout en jeu vidéo, il faut toujours cibler qu'est-ce qui est vraiment important ici. C'est-tu mon point final puis mon point début qui compte? Pas vraiment. Ce qui compte, c'est ça, c'est pas ma version. Ça, c'est justement une version de quoi ne pas faire. Ah non, où est mon code? C'est quoi ça? Attendez quelques instants. Je ne sais pas pourquoi que j'ai ça. OK, ça c'est mieux. Bon. OK. Ça, c'est la version que je voulais vous montrer pour de vrai. Avec un seul if, comme c'est juste une seule condition. Encore plus épuré. Bon, comme que je disais, qu'est-ce qui compte vraiment ici? C'est pas les vecteurs 3, point initial, point final, parce qu'on applique la même quantité de déformation sur les 3 axes. On fait une homothétie ici, dans le scale pulsate. Tout ce qui compte, c'est la quantité de déformation totale à faire, ce qui est votre max delta scale, comme écrit dans l'énoncé. Après ça, il faut juste garder en mémoire, sur mon maximum, je suis rendu à quelle quantité de déformation fait. Donc, je commence avec 0 de déformation. Je vais appeler ça current delta scale. Fait que là, j'ai comme 0 sur 1, par exemple.
Et une fois que j'arrive pour dépasser 1, là, je vais juste commencer à inverser ma déformation. Au lieu de devenir plus gros, je vais devenir de plus en plus petit. On va regarder le code ici. OK. Disons que max data scale, c'est 1, puis ma quantité de déformation actuelle, c'est 0. Et j'ai également une variable direction, 1, qui va pouvoir justement être multiplié, 1 ou moins 1. Parce que step this frame, ça va être la quantité de déformation à faire à cette frame. Et je vais la multiplier par direction. Donc, si direction, c'est 1, je vais finir par avoir une quantité de déformation positive. Si c'est moins 1, négative. Donc, si j'ajoute une déformation négative, ben, je vais donner plus petit. Puis si c'est positif, je vais donner plus gros. Ici, c'est ce que vous voyez. À la toute fin, à chaque update, peu importe ce qui arrive, je veux faire une déformation. C'est justement continu. À chaque frame, peu importe ce qui arrive, je dois faire une déformation. Donc, c'est sûr qu'à la fin de ma fonction, j'ai une ligne qui sert à ça, qui n'est pas dans un if, pas dans un else, parce qu'il arrive toujours peu importe. Donc, je vais prendre la transform.localScale, puis je vais ajouter, bon, vecteur 3.1, c'est juste 1, 1, 1, fois step this frame. Donc, disons que la quantité de déformation à faire, cette frame, c'est, je ne sais pas moi, 0.5. Ben, je vais ajouter 0.5 sur x, y, z. Si la quantité de déformation, c'est moins 0.5, ben là, je vais ajouter moins 0.5 sur x, y et z, qui va faire en sorte qu'il devient plus petit. Là, ça me prend juste, par contre, un peu de code pour me dire quand changer la direction. Donc, justement, si ma quantité de déformation actuelle dépasse ou est égale à mon maximum, c'est quoi ma quantité actuelle? Ben, ma quantité actuelle, je vais juste ajouter le step this frame, la déformation pour cette frame, la valeur absolue. Donc, disons que je commence à 0, current scale. Mon step this frame, c'est cette frame-ci fait 0.5 de déformation. Ben, je vais ajouter 0.5 à 0 qui va me dire, OK, présentement, ou en fait, à la fin de cette frame, je vais avoir 0.5 d'ajouter sur x, y, z. Donc, disons que même mon scale initial, mon objet, c'est un cube avec scale de 1, 2, moins 10, ou 1, 2, 10, pour simplifier. Ça va quand même fonctionner. J'avais beaucoup de code qui fonctionnait juste sur, disons, le point X. Il faisait juste regarder le scale de l'objet sur X. Ou il fonctionnait juste si l'objet était homogène sur son scale. Donc, si l'objet était 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Mais comme j'ai écrit dans l'énoncé avec les exemples, c'est vraiment important de faire les exemples parce que ça fait tous les tests que nous allons faire, ou pas mal. J'ai mis un objet qui avait comme 1, 2, 1. Donc, si je n'ai pas un cube, mais un genre de prisme à base carrée, ça va quand même fonctionner. Donc, justement, ici, je n'utilise aucune donnée liée au scale original, au scale final. J'ai juste déformation totale et déformation faite jusqu'à présent. C'est tout ce que j'avais besoin. Ça fonctionne dans tous les cas. OK. Fait que si j'accumule la déformation faite, je vérifie si j'ai dépassé mon maximum. Si oui, qu'est-ce que je fais? Je vais mesurer step this frame. Avant d'appliquer ma transformation, ma déformation, je viens voir c'est quoi mon current. Et s'il dépasse, ben, je dois corriger. Pour avoir, comme Vincent disait, je dois serrer entre mes bornes. Donc, disons que current data scale est à 4.5. Puis mon max data scale, c'est 4. Je dépasse de 0.5. Donc, je vais juste prendre cette différence-là, puis je dis que step this frame est égal à cette différence-là. Comme ça, step this frame va être égal à 0.5 ou, pardon, je pense que je me suis trompé, je vais juste me reformuler ça. Disons que disons que je suis à 3.8 présentement.
Et là, je vois qu'en ajoutant step this frame, mon current va arriver à 4.5. Ça veut dire que je vais dépasser 4.5. Mais il me reste encore 0.2 à faire entre 3.8 et 4. Donc, je prends la différence ici, current delta scale moins max, fait 4.5. Je me souviens déjà pas des nombres que j'ai dit. Mais bref, ici, je prends la différence pour avoir mon point 2 qui reste. Puis, je vais justement ajouter ce point 2-là. Comme ça, je vais toujours arriver à mon maximum. Je ne vais pas arriver en dessous de mon maximum. Je ne peux jamais arriver au-dessus. Je vais toujours arriver directement dessus. Peu importe c'est quoi mes valeurs de max puis de step per frame. Puis bon, après ça, current delta scale moins égal max delta scale. Et puis ici, direction fois égale moins 1. Donc, j'inverse la direction. Et c'était pas mal tout. Là, je sais que j'ai fait ça assez rapidement. J'aurais aimé vous faire avec comme un graphique puis montrer des valeurs changer à travers le temps. Mais il est déjà 12h30. Fait que je vais arrêter d'explorer cette composante pour l'instant. En passant à la version 2, c'est... Je vais vous montrer la version 2. C'est toujours la même chose. Oups. Mais à chaque fois, j'ai une vitesse, comme step per second. Je vais le multiplier par time.delta-time. Donc, c'est tout. La seule différence, c'était pour mesurer la quantité d'informations à faire cette frame-ci, je prends mon step per second puis je le multiplie pour time.delta-time. Comme avec l'autre composante, pour savoir la quantité de rotation à faire pour cette frame, je multiplie rotation per second fois time.delta-time. OK, et finalement, Wave Motion Component, qui n'était pas si mal. Le scale posted a vraiment été le moins bien réussi parce que plusieurs personnes n'ont pas fait le comportement de série où le code était vraiment très, très considérable et difficile à comprendre. OK, Wave Motion ici, 3 lignes. Ici, je garde en mémoire l'ancien angle. Donc, l'angle utilisé dans le frame précédent. Mon but, c'est qu'à chaque update, je viens modifier mon angle. L'angle que je vais donner à mon mathf.syn. Donc, ce que je fais, c'est que à chaque frame, j'augmente la valeur de mon angle. Ça va me donner ma nouvelle position Y. Puis, je vais soustraire ça avec le math.syn de mon ancien angle, qui va me donner mon ancien. J'ai plusieurs cas où je ne peux pas déplacer l'objet sur Y dans la scène. Il est comme forcé à être à un endroit seul. Parce que transform.position a été utilisé au lieu de transform.translate. Donc, moi, je vais être en mesure de prendre mon objet, puis d'avoir cet objet-là qui va réagir à Wave Motion, mais également qui va réagir à toute autre sorte d'objet. Donc, pourquoi pas, j'aimerais ça pouvoir avoir 2 Wave Motion sur le même objet, puis ça fonctionne. Même chose avec mon scale pulsate. Il n'y a rien qui disait que j'étais forcé d'avoir juste un scale pulsate sur l'objet. Ou en fait, dans un vrai jeu, je peux avoir, disons, quelque chose qui se déplace en Wave Motion, mais une autre force appliquée dessus qui le fait déplacer. Je ne veux pas que le Wave Motion prenne priorité puis qu'il annule toutes les autres forces possibles appliquées sur l'objet. Je veux qu'il fonctionne avec. Enfin, je sais ce point translate ici. Mais mathf.syn fois l'amplitude, ça va me donner des positions absolues. Donc, je fais juste ma différence. Je prends comme ma nouvelle position moins mon ancienne position en gardant en mémoire l'angle du frame précédent. Et ce delta-là, cette différence-là, ben, c'est justement la différence que je vais donner à translate. C'est la quantité de translation à faire. Je multiplie tout ça, ça me donne un scalaire. Fait que ça me donne un float moins un float. Fait que ça me donne un float que je peux multiplier fois amplitude, que je multiplie par 0, 1, 0.
mon vecteur 0, 1, 0. Donc, ça va me donner un vecteur 0, une composante sur Y de translation à faire et 0 sur Z. Encore une fois, j'aurais aimé vous présenter ça avec un graphique, puis vraiment y aller comme mathématiquement à travers chaque étape, mais nous n'avons pas le temps. Et puis, déjà les 33, donc sur ça, ça va être la fin du cours. Vincent, as-tu de quoi ajouter avant que nous terminons? Non, je pense qu'ils en ont déjà reçu aujourd'hui assez. Oui, je crois que c'est suffisant. Et leur montrer ma version du Scale Component serait peut-être pas gentil pour eux. Alors, non. Le but de celui-là, c'était justement pour créer un peu de confusion. Ça serait une belle expérience juste d'analyse de code, mais comme tu dis, nous n'avons pas le temps. OK, alors merci tout le monde. Et puis, bonne chance avec le TP. N'oubliez pas de poser des questions dans le channel de questions sur Discord si jamais vous avez des questions, comme d'habitude. Passez une belle journée et à la semaine prochaine. si on ne répond pas assez vite, n'hésitez pas à envoyer un message sur Colnet aussi. Bye, bonne journée. Salut! Merci, bonne Bonne journée. journée. Moi, j'avais une question par rapport au TP2. Yes. Je voulais juste savoir, est-ce qu'on peut, après, exemple, avoir fini parce que là, vous avez mis, exemple, des choses qu'on peut faire pour le 20% de plus, si jamais on réussit quand on va finir. Je veux juste savoir, est-ce qu'on peut, comme, mettons, parce que là, l'exemple, vous avez dit tantôt que, exemple, le décor était quand même difficile à jouer et tout. Est-ce que, parce que je suis sûr qu'on peut trouver ça sur YouTube ou whatever, genre changer la fond du décor, puis ça fait même que. Va chercher les Skybox. C'est ce que je te conseille. Les Skybox, il y en a plusieurs sur le Asset Store, puis il y en a une couple que j'aime beaucoup qui sont pour l'espace, qui sont vraiment animés, qui sont super extravagantes, qui sont vraiment sensationnelles à regarder. Fait que ton mot-clé ici, c'est Skybox. Puis ça, ils vont être j'imagine, certaines des Skybox gratuites qui vont proposer. T'en as des payantes, mais t'en as plein de gratuites. Puis ça se met comme le vaisseau, j'imagine? Ça se met sur la caméra. Ouais. OK. Ouais, tu peux regarder l'Asset Store. Dans l'Asset Store, tu vas pouvoir en trouver. Puis habituellement, ça vient avec une démonstration. Puis ça montre comment l'utiliser. C'est pas trop compliqué. Je pense que c'est en mesure de le trouver. OK, parfait. Merci beaucoup. Pas de trouble.